parfait. Ok. Alors, du coup, je suis Cécile Carès, auditrice chez EcoCert, qui est un organisme certificateur. Alors, rapidement, EcoCert, en quelques mots, c'est plus de 800 experts en bio, 20 standards biologiques et plus de 65 000 clients. Le petit rappel sur l'auditeur qui a pour mission principale de s'assurer de la conformité des produits au référentiel. Et donc, du premier audit à la certification, nous nous assurons, nous évaluons de la conformité de votre activité au cahier des charges bio. Alors, dans cette présentation, nous allons nous pencher plus précisément sur la garantie de la non-utilisation de produits chimiques de synthèse et de la non-utilisation d'OGM. Alors, je vais vous présenter… Oh, pardon, excusez-moi, j'ai avancé trop vite. Du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter quelques points réglementaires qui ont déjà été abordés, le processus de signalement ou de prélèvement, et ensuite l'investigation et le service analyse de chez EcoCert. Alors, que dit la réglementation bio? Vous avez une exigence, vous, en tant qu'opérateur, de mettre en place des mesures en vue d'éviter les risques de contamination. Alors, ces mesures de précaution doivent être formalisées sous forme de documents écrits. Il s'agit essentiellement là du descriptif d'activité qui vous est remis lors du premier audit et qui est complété au fur et à mesure de votre avancement en agriculture biologique. Ensuite, donc, l'exigence vis-à-vis de l'organisme certificateur, donc, on nous demande à nous de prélever, d'analyser afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisées, pardon, excusez-moi. Donc, les règles de production en agriculture biologique pour détecter toute contamination éventuelle par des produits. Alors, il faut savoir que 5% des opérateurs doivent être prélevés au minimum par les organismes certificateurs. Alors, comment déclarer un cas de résidu chez EcoCert? Si vous avez eu connaissance d'un résultat d'analyse positive dans le cadre de vos autocontrôles ou suite à une plainte de tiers, vous devez nous signaler dans un délai qui n'excède pas 15 jours à compter de la réception du rapport d'analyse la présence positive de résidus. Donc ici, vous avez les liens pour, si vous êtes chez EcoCert, organisme certificateur, vous avez un lien qui est mis à disposition pour nous déclarer ces contaminations. Dans tous les cas, la marche à suivre, si vous avez un doute sur la conformité d'un produit, c'est bien de bloquer le produit, de vérifier. Si c'est un achat, d'exiger une prise de position de votre fournisseur par rapport aux garanties. Exiger une prise de position de l'organisme du certificateur du fournisseur en direct, toujours s'il s'agit d'un achat. Vous êtes dans l'obligation de signaler et de joindre le résultat de vos investigations et les documents demandés dans le formulaire. Alors, soit vous avez constaté qu'il y a présence de produits non autorisés, soit en fait l'auditeur effectue un prélèvement dans le cadre d'un audit, alors soit par sondage ou inopiné, soit dans le cadre d'un audit annuel. Donc, il effectue dans ces cas-là un prélèvement en votre présence de feuilles et de rameaux, de raisins, ça peut être des prélèvements de terre par rapport à la surveillance du risque herbicide, ou un prélèvement de vin, vrac ou déjà conditionné. Alors, le prélèvement par l'organisme certificateur, en fait, un protocole particulier, donc en parcelle, on a plusieurs prises de prélèvement à différents endroits de la parcelle, et en post-récolte, c'est-à-dire une fois sur produit fini, prélèvement en cuve ou après embouteillage. L'échantillon est divisé en deux, il s'agit donc un étant pour analyse et l'autre est pour contre-analyse. Et il est envoyé à un laboratoire prestataire dans un délai de 48 heures. Donc, on considère, nous, que l'analyse est un outil utile et complémentaire à l'audit afin de vérifier s'il y a eu des pratiques contraires à l'agriculture biologique. Donc, lors du prélèvement, on fait le prélèvement. Ensuite, on remplit une fiche de prélèvement qui reprend les informations sur le produit prélevé, les conditions de prélèvement, les numéros de sac qui garantissent l'anonymat du prélèvement. Et s'il y a un prélèvement en parcelle, on fait un schéma de la parcelle avec l'environnement, les informations relevées
par l'auditeur et les informations relevées par l'opérateur. Cette fiche est ensuite transmise au service analyse avec le rapport d'audit et un exemplaire est laissé à l'opérateur. Alors, si les analyses sont réalisées par des laboratoires prestataires, EcoCert a un service dédié à l'interprétation des résultats d'analyse. C'est le service analyse qui est également en charge de la coordination des investigations en cas de contamination non jugée mineure. Alors, 2 cas de figure pour une analyse non conforme. Quantification, donc une analyse non conforme, il y a quantification de résidus de pesticides. Alors, soit la contamination est jugée mineure, dans ce cas, le maintien en bio et les investigations sont laissées à l'appréciation de l'opérateur, soit la contamination est jugée assez importante et donc des investigations sont menées. Donc là, on passe au processus d'investigation. Donc, la contamination est jugée assez importante pour que des investigations soient menées. Donc, on reste sur la même marche à suivre, c'est-à-dire blocage de l'utilisation de la commercialisation en bio du vin incriminé. En cas de prélèvement à la parcelle, si les vendages arrivent pendant la période d'investigation, la récolte doit être vinifiée à part et isolée du reste. On vous demande de compléter un questionnaire d'investigation pour cibler l'origine de la contamination et on vous demande de fournir à ce questionnaire des documents. Ensuite, vous avez des échanges entre le service analyse et l'opérateur et un contrôle. Des analyses supplémentaires sont mises en œuvre si nécessaire. Alors, le questionnaire d'investigation, il reprend, c'est un outil qui permet de balayer les origines possibles en fonction d'où l'on se situe dans la chaîne de production. Donc, soit on se situe à l'échelle de la production et de la récolte, donc on va vous poser des questions sur l'environnement de la parcelle. Est-ce qu'il y a mixité sur le site? Est-ce que vous faites appel à un prestataire? Est-ce que la contamination peut provenir de la main-d'œuvre, du matériel ou d'un fournisseur? Ensuite, la transformation. Alors là, on va analyser au niveau du process de transformation. Donc, on vous pose des questions sur les fournisseurs, les main-d'œuvre, les prestataires, les produits nettoyage, les process et l'emballage. Et ensuite, pareil pour le stockage et le transport. Est-ce qu'il peut s'agir d'une contamination parce qu'il y a mixité sur le site ou est-ce que c'est un produit de nettoyage? À ce questionnaire d'investigation, en fait, on vous demande de joindre un certain nombre de pièces complémentaires, donc comme le cahier de culture, votre stock phytosanitaire, le plan du parcellaire, les garanties des fournisseurs, donc c'est des certificats, le bon de nettoyage, les bons de nettoyage, les process de fabrication et les états de stock. Alors, les sanctions à l'issue des investigations. Alors, donc, les contaminations importantes ou moyennes sont jugées en fonction de l'historique de contamination du service d'analyse et des données scientifiques, à savoir les bases de l'EFSA ou de l'ANSES ou autres, qui suggèrent que les denrées ont été traitées avec la ou les molécules. Et les non-conformités, en fait, concernent les absences de mesures de précaution, défaut de traçabilité ou fraude. Voilà. Donc, si on est dans le cas d'une contamination importante avec la présence de non-conformité, vous avez probablement vous aurez un déclassement du lot. Si vous êtes dans le cas de contamination moyenne avec absence de non-conformité, vous serez en maintien en bio et ensuite votre cas est étudié par le service analyse au cas par cas pour tout ce qui est contamination importante avec l'absence de non-conformité ou les contaminations moyennes avec la présence de non-conformité. Alors, le petit encart sur le cas de l'acide phosphonique, donc c'est une problématique complexe et qui est difficile d'aborder succinctement dans cette présentation. Je vous présenterai juste le seuil de signalement fixé par EcoCert et je vous renvoie à la marche à suivre si vous avez dépassé ce seuil. Donc, vous êtes dispensé de nous signaler les cas de contamination ne quantifiant que la molécule d'acide phosphonique pour des teneurs inférieures ou égales à 0,2 mg par kilo. On parle d'un résultat brut, c'est-à-dire qu'on est sans réduction de l'écart de l'incertitude de mesure. Et ceci à condition que le laboratoire réponde aux 2 exigences suivantes. Limite de la quantification de l'acide phosphonique inférieure ou égale à 0,1 mg par kilo, ou limite de quantification du phosphate natif ou phosphate, qui est un phogicide se dégradant en acide phosphonique, donc inférieur ou égal à 0,01 mg par kilo.
Alors, nous avons mis en place chez EcoCert une formation en interprétation des résultats via notre filiale des enjeux et des hommes. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une formation pour interpréter, en fait, ou avoir la même interprétation des résultats qu'EcoCert. Et la problématique de l'acide phosphonique au cours de cette formation est abordée. Elle vous donne, en fait, vous, en tant qu'opérateur, l'autonomie nécessaire pour interpréter vous-même vos résultats. Et vous êtes dispensé de signaler à EcoCert les cas de contamination mineure. Donc, les informations en bas de page. Et ensuite, donc, nous avons mis en place un guide de gestion des risques de contamination qui est disponible ici. Et donc, je vais essayer de vous présenter. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, du coup, donc ici, il est composé d'une introduction, d'un contexte réglementaire, de définition, de méthodologie d'analyse de risque de contamination. Et qu'est-ce que vous faites si vous constatez une dérive de produits phytosanitaires sur votre parcelle bio? Et je vous remercie de votre attention. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est parfait. Oui. Merci bien pour cette intervention. Donc, je regarde actuellement dans le chat, les questions sont peu nombreuses. Moi, j'avais une question pour Stéphane concernant l'utilisation de certains engrais qui entraînent la présence d'acide phosphonique dans les vins. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Oui, alors c'est un sujet qu'on continue toujours à travailler. On en discutera peut-être un peu avec Magali, mais on a prévu une suite à ce projet Calivin Bio parce qu'il y a certains points sur lesquels on a encore besoin d'avoir des réponses. Notamment, Magali le confirmera, mais dans tous les essais qu'on a fait sur absorption, désorption, on n'a pas justement regardé phtalimide et acide phosphonique parce que les analyses sont très chères. Donc on a tronçonné, on va dire, le programme et on a prévu de le faire pour plus tard. La région vient de nous financer une première année pour commencer à étudier ça. Et on va étudier aussi la question des engrais foliaires. Alors, sur les engrais foliaires, il y avait plusieurs pistes à l'origine. On avait vu passer des études, mais assez anciennes, sur la pomme, qui semblaient montrer éventuellement des transformations de P2O5 en acide phosphonique. Mais on n'a jamais trouvé d'autres travaux là-dessus. On n'a jamais réellement pu le reproduire, entre guillemets, derrière en expérimentation. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que dans les propriétés où on avait identifié des problématiques de contamination à l'engrais foliaire, en fait, on a analysé les engrais foliaires et à la base, dans ces engrais foliaires, on trouve des niveaux très élevés d'acide phosphonique. D'où ça vient? La logique, elle est la suivante. Ce n'était pas forcément des produits interdits en bio. Il se trouve qu'en fait, en bio, on peut avoir des origines, notamment sur les matières végétales, qui viennent de matériaux végétaux de conventionnels ou de matériaux végétaux qui ont subi une contamination croisée et qui sont compostés. L'étape de compostage est censée dégrader une grande partie des molécules. C'est le cas sur une partie des molécules, mais concernant l'acide phosphonique, ça ne le dégrade pas tant que ça en fait. Donc on va retrouver dans des engrais foliaires ou dans des choses toutes bêtes comme par exemple les marcs de raisin, même le marc de raisin composté, on va retrouver des niveaux très élevés entre guillemets d'acide phosphonique. Donc en fait, une des problématiques c'est l'origine du produit et la présence ou pas de ces molécules dans cet engrais foliaire. Après on va travailler, on va voir déjà une question qui se pose par exemple quand on met du marc de raisin qui contient des teneurs assez forts. Je sais qu'il y a eu des études qui ont commencé en Occitanie là-dessus, savoir est-ce que ça transfère à la plante. Et après, si on applique directement en engrais foliaire des produits qu'on a, comment ça réagit, quels sont les impacts. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on va essayer de travailler en suivant dans le projet en suivant. Magali, est-ce que tu veux compléter sur la partie absorption, désorption, phtalimide d'acide phosphonique? Oui, peut-être juste. Alors, c'est vrai que là, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'était vraiment les aspects liés au matériel avec absorption, désorption. Et j'ai pas du tout parlé de ce qu'on fait à la vigne parce que ce sont des essais qu'on mène en effet en Occitanie ou en Vaucluse, en PACA.
Mais c'est vrai que cette problématique de l'acide phosphonique, elle est traitée sur plusieurs projets et on travaille déjà aussi sur les apports à la vigne et notamment les engrais foliaires et les engrais à base de vinasse issus de produits conventionnels sont abordés dans les autres projets. Et pour la suite de Calvin Bio, on avait décidé en effet de poursuivre le projet en rajoutant l'étude de l'absorption sur les matériaux avec l'acide phosphonique et le phtalimide, puisqu'il n'était pas inclus la première fois, et de rajouter toute la partie éventuellement contamination croisée à la vigne par l'apport de produits issus de produits conventionnels qui peuvent être utilisés en bio, comme des vinasses ou des engrais foliaires qui vont contenir de l'acide phosphonique, alors qu'on ne sait pas, a priori au départ, ils n'interviennent pas dans la fabrication de l'engrais. Donc à quel moment se produit la contamination de l'engrais foliaire en acide phosphonique? Là, on a un projet en cours également pour essayer de voir si ce n'est pas au moment du process de fabrication de l'engrais qu'il y aurait une étape contaminante et qui ferait qu'on se retrouve avec de l'acide phosphonique, alors que la personne qui commercialise l'engrais est de bonne foi et commercialise un engrais qui normalement ne devrait pas contenir d'acide phosphonique. Après, ce qu'on n'a pas mis en évidence pour l'instant, c'est que l'application d'engrais, alors racinaires plutôt, contenant de l'acide phosphonique, pouvait entraîner la contamination des vins bio. Pour l'instant, on a juste montré qu'il y avait de l'acide phosphonique dans les engrais et dans les vinasses, mais on n'a pas montré que c'était vraiment, comment dire, que les vins bio contaminés pouvaient être, l'explication pouvait être l'application de ces produits, parce qu'on a essayé de vinifier des raisins venant de l'application de ces produits, et pour l'instant, on n'a rien trouvé dans les vins. Alors, on pense qu'il faut du temps, parce que comme c'est absorbé dans les sols, il faut le temps que ça évolue dans le sol, et ensuite, ça peut être réabsorbé par la plante. Donc, il nous faut plusieurs années, je pense, avant de pouvoir conclure là-dessus. Mais en effet, tout ça, ce sont comment dire, il y a plein d'essais qui sont menés là-dessus parce qu'on n'a pas toujours l'explication de la provenance de cet acide phosphonique dans les vins et qu'il y a plein d'explications, notamment les engrais en font partie, mais l'accumulation, Stéphane en a parlé, voilà, il y a d'autres, le côté absorption par les matériaux, on va le travailler. Mais voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent avec cet acide phosphonique. Tout à fait. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir également comment ça réagit dans des supports comme le bois et les barriques. Tout à fait. Et sur les barriques, on se disait aussi avec Emmanuel, et puis globalement dans la réflexion qu'on a, c'est de voir sur cette première phase justement où il y a un relargage important, quelles sont éventuellement les procédures de nettoyage complémentaires. Peut-être qu'on pourra travailler sur ces questions-là pour voir comment essayer de réduire, entre guillemets, l'impact que peuvent avoir des barriques là-dessus. Ça va beaucoup concerner en plus, je pense, on a pas mal de conversions ces dernières années, et les gens qui passent en conversion et qui font des vins d'élevage n'ont pas forcément toujours le réflexe sur la partie barrique. Ils ne peuvent pas se permettre de renouveler tout leur parc. Donc c'est ça la difficulté, il faut pouvoir leur apporter des solutions par rapport à cette problématique-là aussi, quoi. Oui, si les barriques sont d'occasion et qu'elles ont eu le malheur de contenir des vins contenant des pesticides, on a bien vu que ça relargue et ça relargue très lentement dans le temps. Donc, ça peut donner des traces de résidus au niveau qu'on peut retrouver dans les vins bio, souvent qui sont très faibles. Oui, parce que sur des barriques, Magali, sur des barriques neuves, là, dans le cadre de l'essai, c'est vrai que le relargage, au bout d'un mois, est déjà, d'après les chiffres, là, c'est significatif. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. En ayant contenu pendant 3 mois, un vin contenant pas mal de résidus, puisqu'on avait traité nous, on avait fait en sorte que le vin conventionnel soit un vin contenant pas mal de molécules, mais c'est vrai que 3 mois ont suffi à ce qu'il y ait absorption et ensuite relargage. Alors, on a une question d'une participante aussi pour toi, Magali. En ce qui concerne la capacité des matériaux d'absorption et de résorption, quels sont les mécanismes qui déclenchent l'un ou l'autre du phénomène? Est-ce la concentration du milieu? Alors là, on n'a pas assez avancé, je dirais, dans le projet pour pouvoir donner des explications. C'est justement pour ça aussi qu'on continue à travailler sur le sujet, pour essayer de savoir pourquoi certaines molécules sont plus absorbées que d'autres, pourquoi est-ce que c'est la concentration de départ
dans le vin conventionnel de départ qui fait que, en effet, je pense que c'est une histoire d'équilibre, hein, de transfert entre le milieu liquide et le matériel. Donc, logiquement, plus la molécule est concentrée dans le vin conventionnel de départ, plus il va y avoir absorption, mais ça dépend complètement des molécules. On voit qu'il y en a certaines qui le sont mieux que d'autres. Donc, il doit y avoir à la fois la propriété physico-chimique des molécules et également le pouvoir absorbant du matériel. Mais là-dessus, il faut qu'on pousse un peu plus nos essais parce qu'on n'a pas encore assez de connaissances là-dessus. Okay. Il y a une question aussi dans le chat qui est posée. Je pense qu'elle sera pour moi et Magali en même temps. Peut-on parler de bruit de fond pour la plupart des molécules en dessous de 10 microgrammes, sachant que les minimis sont souvent donnés à 1 microgramme? Alors, les minimis, je vous renvoie vers le webinaire, ils ne sont pas 1 microgramme à la base, ils sont plus justement autour des 10 microgrammes. Allez voir le webinaire, vous aurez plus d'informations et Magali complétera là-dessus. Donc, du coup, en dessous de 10, on est globalement, oui, réellement sur un bruit de fond. Voilà. Et y a-t-il un minimi donné pour le cuivre? Je pense que là, il y a une confusion sur les termes. Le cuivre, c'est un élément naturel, donc il y en a forcément tout le temps un petit peu partout. Je pense que la personne veut plus parler de LMR. Il n'y a pas de LMR. Alors, il n'y a pas de LMR sur la plupart des molécules qu'on retrouve dans le vin, sauf le cuivre. Il y a une LMR officielle. Il me semble que c'est 1 milligramme, Magali. Alors, attention, la LMR, c'est la limite maximale Voilà, de résidus. c'est pour ça. La limite maximale de résidus pour le cuivre, elle est de 50. Elle est de 50 parce que ça s'applique aux produits frais. Donc ça Oui, d'accord. et le cuivre, c'est le cas particulier où il y a une limite œnologique, Voilà. qui est la limite OIV et qui est plus une limite qualitative parce qu'au-delà, on a un vin qui est plus consommable, qui est de 1 mg. Ouais, donc mais le cuivre, en effet, c'est un peu à part parce que même quand on ne traite pas à la vigne, on trouve du cuivre dans les vins. Et quand on traite plus ou moins, il n'y a pas de différence, par exemple, entre les vins bio et les vins conventionnels au niveau du cuivre dans les vins, parce qu'il n'y a pas de corrélation, je dirais, entre ce qui est fait à la vigne et ce qu'on retrouve dans les vins. Par contre, je ne parle pas des mous et des raisins, où là, en effet, on voit des différences entre ce qui est fait à la vigne et ce qui est retrouvé en cuivre comme résidu. Mais au niveau du vin, une fois la vinification terminée, dans les vins, on a toujours en effet, cette teneur de 0,1, 0,2 qui sont à peu près identiques, quels que soient les vins, qu'ils soient bio, qu'ils soient conventionnels, qu'ils aient été traités ou pas. Le cuivre, c'est pour ça qu'on n'a pas fixé au niveau des résidus, le cuivre, ce n'est pas vraiment considéré comme un résidu. Parce qu'il peut y avoir aussi d'autres apports de cuivre que les produits phyto. Et sur les bruits de fond et les minimis, tu veux faire un commentaire? Alors, sur les bruits de fond et minimis, c'est vrai qu'il y a un webinaire complet là-dessus, donc on ne va peut-être pas s'étendre parce que ça prendra du temps. Mais en effet, je reviens un petit peu sur la question qui a été posée tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a une première liste de minimis qui a été publiée. Et en effet, tous les minimis ne sont pas à 10 microgrammes, inversement à ce que tu disais, Stéphane, mais ça dépend des molécules. C'est complètement dépendant des molécules. En fait, le minimi, c'est une limite interprétative de résultats. C'est pour aider à interpréter un bulletin d'analyse. Ça n'a absolument pas un caractère de réglementation ou de seuil d'interprétation par rapport au vin bio, par exemple. C'est juste pour dire, est-ce que dans mon bulletin d'analyse, quand on me trouve quelque chose et qu'on a une quantification positive, un peu comme on a vu tout à l'heure, est-ce que c'est une contamination minime ou on a vu avec Cosert considéré comme minime ou pas? Ben là, c'est pareil, au niveau de l'analyse, est-ce qu'on considère que c'est significatif ou pas? Est-ce que ce n'est pas un bruit de fond, comme on peut le voir avec l'acide phosphonique, où on en trouve même quand on n'a pas traité? Donc, ces minimis, c'est pour essayer de dire, attention, à partir de cette valeur-là, mon résultat a du sens. Mais par contre, pour certaines molécules, ça peut être en effet du 0,001 milligramme, donc du 1 microgramme. Parce que pour certaines molécules, on sait qu'à 0,001 milligramme, on a un résultat qui est significatif, complètement. Et pour d'autres, non. Donc pour d'autres, ils sont plus élevés. Donc ça dépend complètement des molécules et ça dépend de beaucoup de données. Donc ils vont être remis à jour peut-être avec de nouvelles données, mais dans tous les cas, c'est très variable. Ça dépend des molécules. Mais pour revenir aux deux molécules, acide phosphonique et phtalimide, là, qui posent problème dans les vins bio, au niveau des minimis, on avait proposé des valeurs beaucoup plus élevées que 0,01 ou 0,02 proposées. Là.
Alors, J'ai mis le lien du webinaire puisque ça a été demandé, j'ai mis le lien du webinaire dans le chat. il y a une question pour toi, Magali, également, où on te demande si des traitements phytoconventionnels en année N peuvent-ils provoquer des résidus en année N+1. Pour certains, oui, tout à fait. Pour certains, tout à fait. On a certaines molécules qui sont très, très rémanentes, qui sont utilisées une année et pas l'année 2, et qu'on retrouve en année 2 et même en année 3 quelquefois. Et pour les contaminations croisées avec les vins bio, on a bien vu dans les essais qu'on fait sur l'accumulation hein, qu'il peut se retrouver, notamment l'acide phosphonique en fait partie, on peut le retrouver encore 2, voire 3, voire 5 ans après sa dernière application. Donc, ça dépend des molécules, pas toutes, mais certaines, oui, sont très, très rémanentes et il ne suffit pas d'arrêter un an pour ne plus en retrouver. Il y a accumulation et il peut y avoir ensuite, on peut le retrouver dans le produit consommable. Donc, raisin et vin, des traces dans les vins aussi, oui. Ça peut expliquer une présence de certains fongicides qu'on retrouve tout le temps, comme le boscalide, les phénexamides, des choses comme ça, qui ressortent alors que il n'y a pas eu forcément application. Une autre question d'un participant qui demande s'il ne serait pas possible d'inventer un matériau qui aurait une grande capacité d'absorption et qui permettrait de corriger les contaminations. Ça existe. Ça avait été un petit peu envisagé quand on s'était rendu compte que le polypropylène, hein, avec les phtalates et tout ça, là, que il peut y avoir absorption de certains contaminants par des matériaux plastiques. Et donc, il avait été envisagé de tremper dans le vin des coupons de matière plastique comme ça pour essayer d'absorber les contaminants et de voir si ça suffisait pour les enlever. Mais je pense que c'était plus une boutade qu'autre chose. Mais pas forcément, Magali, parce que tu as quand même pas mal de médias filtrants qui ont été validés à l'OIV ces derniers temps, qui sont dans un objectif comme la zéolite, qui sont quand même dans un objectif d'élimination des molécules pesticides, d'absorbants, sachant qu'a priori ces techniques-là et ces matières-là ne passeront pas en bio a priori dans la réglementation parce que la logique de la bio, c'est pas de corriger, d'avoir du zéro pesticide. Et puis il faut revenir sur cette notion, il n'existe pas réellement du zéro pesticide. L'idée à la base de la bio, c'est de ne pas se servir des produits chimiques de synthèse en fait. Après, il existe des solutions qui sont en cours de développement pour essayer de répondre à ces questions-là. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il existe, alors c'est vrai qu'en bio, ils ne sont pas autorisés, mais il existe des traitements œnologiques à base de fibres végétales sélectives, par exemple, ou des produits absorbants comme ça, qui ont un fort pouvoir absorbant et qui peuvent absorber un certain nombre de molécules phytosanitaires. Par contre, c'est toujours molécule dépendant, c'est-à-dire on n'a jamais la totalité des résidus qui sont absorbés et qui disparaissent. On a toujours plus ou moins, comme on a vu là avec les matériaux que je vous ai présentés, c'est toujours très variable selon les molécules et donc selon certaines molécules, ça marche très très bien, puis d'autres un peu moins. Donc on n'a jamais la solution miracle, je dirais, de pouvoir tout éliminer simplement par du contact d'absorption. Il y a une autre question, Emmanuel. Une question concernant la rémanence du glyphosate. Dans les vins ? Moi, je vais commencer à répondre. Dans les vins, on a quand même du mal à le trouver, le glyphosate et son dérivé. Nous, on avait commencé à l'analyser au début dans ces cures bio et on n'en retrouvait pas forcément dans les vins, que ce soit le glyphosate ou son dérivé. Alors, le glyphosate, en effet, alors il y a un petit peu le même problème qu'avec l'acide phosphonique, c'est que il y a peu de temps qu'on arrive à analyser l'acide phosphonique de façon très sensible comme maintenant. Il y a encore 2-3 ans, c'est assez récent, on l'analysait à des limites de quantification qui étaient très élevées. Donc, l'acide phosphonique et le phoséthylaluminium, par exemple, on était dans le milligramme litre. Maintenant, on descend et de plus en plus. Et donc, forcément, chaque fois qu'on descend les limites, on trouve plus de choses. Donc, l'acide phosphonique, maintenant, on en trouve beaucoup plus, tout simplement parce qu'on est plus sensible qu'avant. Et le glyphosate, on se demandait si ce n'était pas un petit peu la même chose et si jusqu'à présent, on n'en trouvait pas, tout simplement parce que les limites d'analyse étaient un peu élevées.
Et en effet, il y a eu quelques cas de constatés de détection, quantification, on va dire, de glyphosate dans certains vins, mais ça reste extrêmement rare et faible, et on va dire 99,9% des vins ne contiennent pas de glyphosate, enfin, le glyphosate n'est pas traçant. Mais par contre, c'est vrai que se pose la question de savoir, parce que c'est quand même une analyse, le glyphosate, c'est une analyse qu'on appelle spécifique, hein, c'est-à-dire ça ne s'analyse pas en multi-résidus, en routine, et donc les limites de quantification ne sont pas aussi faibles que ce qu'on peut avoir dans d'autres analyses. Ce qui fait que si un jour on arrive à descendre plus bas, je ne garantis pas qu'on ne retrouve pas du glyphosate dans les vins. Et actuellement, on n'en retrouve pas. Je dirais plutôt une problématique dans les eaux et Voilà. l'environnement qu'une problématique pour le consommateur. La question à laquelle on ne sait pas complètement répondre, c'est l'absorption de la plante du glyphosate et de son métabolite. Et c'est vrai que, comme tu dis Magali, le gros de la problématique, on va plutôt le retrouver, alors notamment sur son métabolite, dans les bassins versants, parce que voilà, c'est plus ça le fond du problème. Donc, pareil, dans les sols, on va avoir cette notion où il va migrer quand même beaucoup. J'avais une question pour Cécile Carès concernant les contrôles. L'organisme de contrôle réalise des contrôles pour voir pour vérifier si les techniques sont non autorisées en production biologique. C'est 5% des opérateurs qui doivent être prélevés par an. Oui. Et la question? Mais ma question, c'était ça, c'était 5% des opérateurs doivent être prélevés par an. C'est par année? Oui, c'est ça, pardon. Par an par l'organisme certificateur. C'est ça. D'accord. Et une dernière question, moi, Emmanuel, juste, je rebondis par rapport à ça. Ils sont choisis ou c'est du hasard? Il y a de tout. D'accord. Il peut y avoir de la négociation ou des choses comme ça. Oui, non, oui. Alors après, non, le plus grand fraudeur, c'est pas écrit sur son front en général. Donc, on fait en fonction d'une analyse de risque et effectivement, l'aléatoire aussi. Je pense que c'est la notion d'analyse de risque qu'il faut vraiment avoir en tête sur des sites en atelier mixte ou qui présentent plus de risques. C'est sûr que c'est plus intéressant il y aura plus de probabilité effectivement d'être contrôlé en atelier mixte. Mais bon, après, voilà, il y a aussi un peu d'aléatoire. D'accord. Et ces derniers millésimes, pour des contaminations jugées assez importantes, quelle est la fréquence? Est-ce qu'on a une idée de la fréquence de ces situations? Alors, du coup, je crois que, parce que moi, je vais avoir ma vision d'auditeur, donc à mon petit niveau géographique, mais je pense que Pierre Livonnet est avec nous et je vais donc le laisser répondre. On peut lui laisser la main. Anne, Anne, tu peux lui donner la main, s'il te plaît? Oui, tout à fait, je suis en train. Hop. Bonjour. Bonjour. J'ai pas bien entendu la question par contre, désolé. C'était la fréquence de cas problématiques en fait ces dernières années. Est-ce que c'est ces derniers millésimes, la fréquence annuelle de ces situations jugées problématiques? Ben en fait, si vous voulez, il y a deux cas de figure. Par exemple, pour les vins, c'est est-ce que l'analyse va inclure le couple phosphétyle ou acide phosphonique? Ça va beaucoup jouer sur la fréquence des cas positifs qu'on va observer. Donc nous, on fonctionne avec des systèmes de forfait analyse quand l'auditeur fait ce qu'on appelait là une analyse plutôt pour en routine pour simplement faire une surveillance, il va plutôt choisir un forfait qui n'inclut pas forcément ce phosphétyle et cet acide phosphonique. Et donc, bon, inévitablement, l'analyse est moins chère, donc voilà. Mais du coup, on a moins souvent des cas problématiques. Par contre, quand il prend un forfait analyse risque où la molécule d'acide phosphonique et phosphétyle est inclus, à ce moment-là, on a une récurrence des contaminations sur les vins bio. Il faudrait que je regarde, j'avais fait des stats, mais en 2017 et 2018, on est sur... Attendez que je vous dise ça. Un chiffre exact.
Je regarde et je vous dis. Ouais. Après, moi, pour rebondir, pour compléter ce qui vient d'être dit, on a quand même, nous, de plus en plus de cas de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont ces problématiques-là. Notamment, comme on disait, sur l'acide phosphonique, hein, c'est la principale molécule où on a du problème. Sur le reste des molécules, en général, on a peu de problèmes. On est en dessous des normes qui sont exigées par l'INAO. C'est sur l'acide phosphonique où on va avoir le plus de cas gérés derrière. Mais c'est un sujet qu'on a fait remonter depuis longtemps à l'INAO, qu'on discute depuis assez longtemps, que ce soit en commission de vin bio, qui a été discuté à la CNAB. On sait que sur l'acide phosphonique, on a cette problématique-là. Très bien, merci Stéphane. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Non, je ne vois pas apparaître à l'écran. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leur présentation. Je remercie également Anne Hubert, qui est en régie et qui nous a aidé à préparer ce webinaire, ainsi que tous mes collègues, partenaires techniques, mais aussi financiers, du projet Calivin Bio. Je remercie également tous les participants qui nous ont accompagnés cet après-midi et je vous souhaite une bonne soirée en vous disant à Merci. bientôt. Merci Emmanuel. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.